Une réflexion pertinente de Magali. Vincent Bolloré défend les valeurs chrétiennes et est contre l'immigration. C'est pour cela que sur ses chaînes, il fait défendre cette vision. Mais l'Union européenne est la première cause de l'immigration et de la christianophobie via le wokisme. Cependant, Bolloré refuse que l'Union européenne soit contestée sur ses chaînes et invisibilise les Frexiteurs. Deuxième exemple, Dassault se voit contraint de partager ses brevets avec l'Allemagne au nom de l'Union européenne. Cependant, Dassault refuse que l'Union européenne soit contestée dans ses journaux et invisibilise les Frexiteurs. Que pensez-vous de cela ? C'est pas mal, c'est une bonne question qui touche du doigt un des sujets fondamentaux. En réalité, les grandes fortunes, quand je dis les grandes fortunes, c'est des méga fortunes. C'est des personnes qui ont plusieurs milliards, parfois plusieurs dizaines de milliards, parfois même plusieurs centaines de milliards d'euros de fortune. J'ai eu l'occasion de le dire. Effectivement, l'exemple de CNews, j'en ai parlé récemment sur plusieurs canaux avec la famille Bolloré. La famille Bolloré, elle avait une fortune qui avait été estimée par le magazine Challenge à 2,1 milliards d'euros en 2009. 2,1 milliards d'euros, hein, ça fait quand même 2100 millions d'euros. C'était sa fortune en 2009. Et en 2024, 15 ans après, cette fortune est passée de 2,1 à 11,1 milliards, multiplié par 5. Et cet exemple de Bolloré vaut par tous les multimilliardaires, en fait. Non seulement en France, mais dans tous les pays de l'OCDE. Et pourquoi y a-t-il une augmentation si vertigineuse d'immenses fortunes dans le monde ? Ça ne concerne d'ailleurs pas totalement que le monde occidental, ça comprend aussi des multimilliardaires en Chine maintenant, etc. Pourquoi ceci ? C'est le système qui a été imposé dans les pays occidentaux par l'OCDE et les États-Unis, par le capitalisme financier et la libre circulation des mouvements de capitaux. Et ces décisions qui ont émané de ce que j'appelle l'oligarchie financière euro-atlantiste, qui ont émané notamment du gouvernement américain, qui ont été promues, poussées par les forces oligarchiques en Europe, a été poussée et même est entrée en vigueur juridiquement par le traité de Maastricht qui postule la libre circulation des mouvements de capitaux. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand je suis sorti de l'ENA, que je suis entré à l'inspection des finances en 1985, il n'y avait pas de libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise française voulait, ou un particulier, un milliardaire voulait sortir des centaines de millions, voire des milliards de francs à l'époque, il n'avait pas le droit de le faire. Il lui fallait demander une autorisation. Voilà, ça s'appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Contrôle des mouvements de capitaux qui existe d'ailleurs dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, notamment tous les pays qui réussissent, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, tous ces pays contrôlent à l'entrée comme à la sortie les mouvements de capitaux. Mais ce qui a été décidé dans les années 80 et qui a été inscrit en 1986 dans ce que l'on a appelé l'acte unique européen, porté d'ailleurs par un socialiste, Jacques Delors, et ensuite qui a été gravé dans le traité de Maastricht de 1992, négocié par deux socialistes, François Mitterrand et Roland Dumas, et qui ensuite a été mis en œuvre par des socialistes, notamment par Pierre Bérégovoy, c'est la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, qui fait donc partie intégrante du traité de Maastricht. Or, cette liberté de circulation des mouvements de capitaux, c'est important à comprendre. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est très important à comprendre parce que avant, imaginez que vous ayez une fortune considérable. Imaginez que vous ayez 1 milliard d'euros. Avant, vous ne pouviez pas sortir cet argent de France sans autorisation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous étiez pratiquement obligé de se maintenir ça en France, d'investir en France. Et de vous contenter des taux d'intérêt servis en France. Et si par hasard le taux d'inflation était supérieur au taux d'intérêt
qui vous était servi par des placements ou supérieur au taux de rentabilité interne de l'investissement que vous avez fait, ben en fait, vous perdiez de l'argent. De façon irrémédiable, parce que votre fortune était coincée. Alors que la libre circulation des mouvements de capitaux, qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le capitalisme financier, c'est un formidable pouvoir donné aux multimilliardaires. Puisque, imaginez que vous ayez 1 milliard d'euros en France, et puis vous regardez les taux d'intérêt, ça vous intéresse pas beaucoup, c'est pas terrible. Et puis l'inflation est quand même pas terrible. Et puis il y a des charges sociales, ils sont beaucoup trop élevés. Vous payez trop d'impôts, vous payez des salaires trop élevés. Ben qu'est-ce que vous faites? Ben vous retirez votre argent, vous allez le placer où ça? Ben au Bangladesh, au Sri Lanka, au Vietnam, dans des pays où le niveau de vie est 20, 30 fois inférieur. Le SMIC dans un pays comme le Bangladesh, ou comme Ceylan, comme le Sri Lanka, ça doit être quelque chose de l'ordre de 50 € par mois. En France, c'est 1 600 €. Allez, mettons 100 € par mois. Vous vous rendez compte? C'est ça, c'est entre 50 et 80 € par mois, c'est-à-dire 20 fois inférieur. Donc, vous allez faire des délocalisations industrielles. C'est de là l'origine des délocalisations, puisqu'on ne peut plus vous empêcher. Avant, du temps de De Gaulle, de Giscard et de Mitterrand jusqu'en 1986, il n'y avait pas de délocalisation. Donc vous allez investir dans un pays où vous allez bénéficier d'une main-d'œuvre qui est extrêmement bon marché. Et en plus de ça, dans le même mouvement, dans le cadre de l'Union européenne, vous postulez la libre circulation des biens et des marchandises, et vous avez un tarif extérieur commun, puisque vous n'êtes plus membre de votre commerce extérieur, plus maître de votre commerce extérieur. Les barrières à l'entrée vont être abaissées. Le tarif extérieur commun en Union européenne est inférieur à 3%. 3% le tarif moyen sur toutes les spécialités douanières. Rappelez-vous, Trump, il a augmenté de 15, de 30%. Vous voyez, nous, c'est quasiment rien. Donc, c'est ça qui explique que le milliard que vous avez investi, vous l'investissez, vous faites travailler des Bangladeshis, des Vietnamiens, des Malaisiens, des Indonésiens, des Indiens, etc., enfin, selon l'endroit où vous allez vous installer. Ils fabriquent très très bon marché des productions qu'ensuite vous allez importer en France avec un très faible droit de douane et que vous allez vendre en France. Donc le résultat des courses, c'est que l'emploi, l'industrie s'effondre en France, pas seulement en France, hein, dans l'ensemble des pays occidentaux, y compris d'ailleurs au Japon, parce que c'est des délocalisations. Vous avez le niveau de vie moyen des Français, des Japonais, etc., qui a tendance à diminuer. Et au même moment, vous, qui êtes milliardaire, vous aviez 1 milliard, mais avec cette opération, vous gagnez des sommes phénoménales et vous avez votre fortune qui devient extrêmement élevée. C'est ce que l'on trouve dans tous les pays de l'OCDE avec tous les milliardaires. Allez vous renseigner sur ça. C'est d'ailleurs l'origine de cette fameuse taxe Zuckman dont on parle beaucoup ces temps-ci. C'est de se dire qu'il y a des gens qui deviennent multimilliardaires. Pour en revenir à la question de cet internaute, je lui explique le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est qu'effectivement, M. Bolloré, qui veut défendre une vision traditionnelle de la France, chrétienne, je ne saurais pas lui en vouloir. Moi, je le fais d'une autre façon. Je le fais d'une façon que je crois efficace. C'est-à-dire que, notamment, je propose d'inscrire dans la Constitution le fait que la France est une république laïque. Ça veut dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Tout le monde peut avoir sa religion. Des juifs, des musulmans sunnites, chiites, des hindous, des bouddhistes, etc., des jaïnes, etc., tout ce que l'on veut. Mais je propose qu'on inscrive dans la Constitution une république laïque de tradition chrétienne, parce que les Français veulent à la fois les deux, veulent une république laïque, ils veulent pas que l'État, ils veulent que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais ils veulent aussi garder la France de toujours, la France avec ses églises, la France avec ses jours fériés qui sont des jours de la chrétienté, la France où il n'y a pas d'interdit alimentaire, où on peut manger, boire de l'alcool, manger du porc, tout ce qu'on veut, la France où il y a une égalité entre l'homme et la femme, voilà, etc. C'est ça qu'ils veulent en fait, les Français, rester dans l'identité nationale française. C'est ça qu'ils veulent. Bon. Et c'est normal, tous les peuples veulent la même chose. Hein.
Voilà. Donc les Français n'ont pas envie d'avoir que l'espace public soit envahi, par exemple, par des musulmans qui portent des voiles, etc. Exactement de la même façon que les Saoudiens n'ont pas du tout envie de voir arriver des femmes occidentales en string dans les rues de Riyad ou de Jeddah. Voilà. C'est exactement parallèle. Donc c'est un respect mutuel qu'il faut avoir. Moi, c'est ça que je dis, et je dis par ailleurs qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui nous impose un quota de 4 millions de nouveaux migrants par an dans l'espace de l'Union européenne, et avec la grâce de l'espace Schengen, ils viennent se réfugier en France. Voilà. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi on m'interdit, moi, de dire ça? Pourquoi je ne suis pas invité sur CNews? Parce que je propose, pour cela, il faut sortir de l'Union européenne. Mais si on sort de l'Union européenne, on va remettre en cause, c'est d'ailleurs dans mon programme, la libre circulation des mouvements de capitaux, puisque je veux lutter contre les délocalisations, parce que je veux réindustrialiser la France, comme Trump est en train de réindustrialiser les États-Unis en augmentant considérablement les droits de douane. Mais c'est ça que je veux faire. Mais ça, on ne le peut pas dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est pour ça que M. Bolloré ne peut pas supporter que quelqu'un comme moi, qui suis par ailleurs connu pour ma bonne connaissance des dossiers, pour le fait que j'étais un haut fonctionnaire émérite, que tout le monde chantait mes louanges quand j'étais en fonction et que je ne pensais pas mal. À partir du moment où j'ai commencé à dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, d'un seul coup, on m'a pestiféré. Mais c'est pas parce qu'on m'a pestiféré, parce que j'ai du courage, je maintiens ce que je dis. Mais ça, c'est évidemment intolérable pour M. Bolloré, parce que si d'aventure les Français votaient massivement pour moi, que j'arrivais à l'Élysée, que je faisais sortir la France de l'Union européenne, que je rétablissais les mouvements de capitaux, c'est ce qui fait l'origine de sa fortune qui est cassée. C'est la raison pour laquelle M. Bolloré, sur CNews, fait passer tous ces gens qui sont en fait des collabos du système. M. Le Pen, Madame Le Pen, pardon, M. Bardella, M. Zemmour, Madame Knafo, Madame Marion Maréchal, etc., des gens de LR, c'est tout ce que l'on veut, qui vont être tapés sur les immigrés, mais qui ne diront jamais un mot pour la sortie de l'Union européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis accessoirement, comme par ailleurs j'ai pris des positions qui sont conformes à la pensée gaulienne sur l'affaire palestinienne, ça a encore moins le lieu d'être. Hein. Voilà. Parce que je vois que M. Philippot a été invité 39 fois et moi 0, ce qui est quand même incroyable. Puisque moi je suis un ancien candidat à l'élection présidentielle, M. Philippot n'a jamais pu l'être. Et ne le sera pas, il a expliqué, il ne le sera pas en 2027. Il l'a expliqué à l'antenne de Sud Radio, alors que moi-même, je serai candidat en 2027. Mais en plus de ça, dans les urnes, nous faisons des scores qui ne sont pas mirobolants, mais qui sont supérieurs à ceux de M. Philippot. Et le nombre de vues que je fais sur Internet est supérieur à ce que fait M. Philippot. J'ai une trentaine de vidéos qui ont dépassé 500 000 vues. J'ai une dizaine de vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. Allez regarder les vidéos de M. Philippot. Je ne l'accable pas. Mais il se trouve, moi j'aimerais que les gens comprennent pourquoi moi je ne suis pas invité. Et M. Philippot l'est. M. Philippot a été d'une discrétion de violette sur toutes les questions au Moyen-Orient. Et par ailleurs, M. Philippot, certes, de temps en temps, il dit qu'il faut faire le Frexit, c'est fait exact. Mais vous avez vu, quand il est passé chez Pascal Praud, il a été extrêmement étrillé par cette affaire. Et par ailleurs, M. Philippot montre qu'il serait tenté de faire alliance avec Philippe de Villiers, etc. Quant à Philippe de Villiers, il n'a pas dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, il a employé des paraphrases pour dire qu'il voulait sortir de cette broyeuse. Mais ça, j'y reviendrai peut-être, j'aurai peut-être d'autres questions sur le sujet, parce qu'il y a un truc extraordinaire qui traverse la politique française, c'est que vous n'avez pas, à part moi, et de temps en temps, Florian Philippot, il faut le lui reconnaître, mais à part lui et moi, il n'y a, dans les autres responsables politiques, le mot Frexit, on a l'impression que c'est comme s'il le prononçait, il serait pétrifié sur place. Donc vous avez des gens qui, en permanence, tournent autour du pot pour ne jamais proposer ce que je propose. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils seraient bloqués médiatiquement. Voilà. Et ce que j'ai dit là de la famille Bolloré, c'est la même chose, effectivement, cet internaute a parfaitement raison, avec la famille Dassault. La famille Dassault Aviation,
Et diriger le PDG de Dassault Aviation, c'est un ingénieur tout à fait émérite. La famille Dassault est une famille très patriote et qui a développé une industrie de pointe et dont le landerneau des marchands de canons du monde entier, en règle générale, on s'accorde à penser que les productions de Dassault sont exceptionnellement bonnes du point de vue technique. On leur reproche souvent d'être un peu chers. Voilà. Moi, je dis ce que j'entends. Hein. Mais bon, moi, j'entendais ça quand j'étais à m'occuper d'exportation, quand j'étais à Bercy. Mais voilà, les productions aéronautiques françaises sont quand même très, très en pointe. On a d'excellentissimes ingénieurs, notamment chez Dassault. Alors, il se passe quoi? Il se passe qu'en ce moment, il y a les négociations pour le SCAF, cet avion du futur, cet avion de chasse du futur, que pour des raisons idéologiques, la France veut faire avec l'Allemagne. Sauf que il se trouve qu'à la tête de Dassault, eh bien, le PDG de Dassault, M. Terrier, je crois, eh bien, lui, il s'en laisse pas compter. Il a bien compris que la manœuvre des Allemands consiste, comme d'habitude, à essayer de faire copain-copain avec la France pour piquer des brevets, pour piquer des techniques, des technologies. Mais quand ça c'est quand ils sont en position d'infériorité par rapport à nous. Et les Français, vous savez quel est notre animal fétiche, que le monde entier nous colle, c'est le coq gaulois qui fait cocorico comme ça, qui pousse son cri en ayant les pattes dans un tas de fumier. Et on est répertorié comme ça, dans le monde entier. Dans le monde entier, les gens savent que les Français, il faut les flatter. Il faut dire, ah, vous êtes grands, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, comme dit la fable de La Fontaine. Et les Français, par vanité, sont prêts à céder des tas de trucs. Hop! Vous avez les autres qui embarquent le truc. Mais dans le sens inverse, ça marche pas. Et donc le PDG de Dassault Aviation, il a compris ça. Et il est exaspéré par les pressions venant de l'Élysée, qui veut faire plaisir aux Allemands, venant de l'Allemagne, venant d'Airbus. Parce qu'il ne veut pas que ça se termine comme Airbus, où on s'est fait piquer le truc par les Allemands. Et donc le PDG de Dassault Aviation a dit que Dassault, si les Allemands veulent nous tourner le dos, ils veulent faire ça avec les Anglais, qu'ils le fassent, dit-il. On sait très bien faire ça tout seul. C'est l'illustration d'un proverbe que vous devriez méditer parfois. Hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors effectivement, le PDG de Dassault montre qu'en fait, il n'est pas du tout sensible aux bobards de la construction européenne. Il voit bien l'intérêt que les Allemands ont dans cette affaire. Mais effectivement, la famille Dassault, qui possède notamment le Figaro, c'est pareil. Cet internaute a parfaitement raison. Ne va jamais autoriser que quelqu'un vienne, quelqu'un de fiable, de crédible, qui connaît ses dossiers, qui a une expérience professionnelle qui se dit, je veux dire, de plusieurs décennies, y compris au plus haut niveau de l'État, quelqu'un comme moi, vienne effectivement rendre possible la libération du peuple français en sortant de ce système qui fait la fortune des multimilliardaires. Voilà, vous avez tout compris.